Le discours d'Emmanuel Macron dans une France paralysée et ingouvernable après les élections législatives, de nombreuses accusations et affaires politiques ou encore le reste de l'actualité en bref. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je fais en suite alors qu'il fait extrêmement chaud et qu'il n'y a pas la clim ni rien dans l'endroit où je tourne, dans le bureau où je tourne en ce moment. Puis en l'occurrence c'est très simple, je suis venu avec un t-shirt vert, or je tourne sur un fond vert, donc forcément quelle erreur. Donc je suis obligé de mettre ça pour cacher le t-shirt vert. On va s'en sortir quand même et tenir le coup malgré la chaleur. Alors on commence avec un premier sujet. Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi à 20 h dans un contexte très tendu. Je vous explique donc ce qu'il en est. Alors pour remettre un petit peu dans le contexte, depuis les élections législatives dimanche, le camp d'Emmanuel Macron n'a plus une majorité de sièges à l'Assemblée nationale et donc on l'a dit, il va devoir compter sur les votes de députés des autres camps politiques pour faire passer ses lois et tenter d'appliquer le plus possible son programme. Alors ce mardi et ce mercredi à l'Elysée, le président français a reçu les uns après les autres les chefs des différents groupes à l'Assemblée nationale, donc des partis, la France Insoumise, le Rassemblement National, les Républicains, etc. pour discuter avec eux de la situation politique du pays et de voir comment faire pour éviter une situation de blocage où aucune mesure donc de son programme ne pourrait passer. Or visiblement l'une des solutions envisagées ou à minima discutées par Emmanuel Macron, eh bien c'est ce que l'on appelle un gouvernement d'union nationale. En gros un gouvernement d'union nationale ce serait donc un gouvernement avec des ministres issus de plein de partis politiques différents qui se mettraient d'accord pour porter au sein du gouvernement et faire voter ensuite à l'Assemblée nationale eh bien, des mesures qui leur paraissent essentielles pour l'avenir du pays. Généralement, un gouvernement d'union nationale, ça a lieu lorsque le pays traverse une situation ou un moment absolument inédit. L'exemple peut-être le plus célèbre, c'est le gouvernement d'union nationale du 21 novembre 1945, à la Libération donc, lorsque tous les partis se sont réunis d'une certaine façon pour gouverner ensemble et initier la reconstruction donc du pays. Et ce qui fait penser que Emmanuel Macron y pense, c'est qu'il a évoqué cette possibilité avec plusieurs chefs de partis et donc de responsables politiques, notamment avec Fabien Roussel, donc le leader du Parti communiste français et l'ex-candidat à la présidentielle, qui a expliqué que Emmanuel Macron lui avait évoqué cette idée. En tout cas, suite à cette idée qui est donc apparue, qui a été évoquée, les principaux partis politiques ont immédiatement refusé de faire partie de ce gouvernement d'union nationale en indiquant que ils étaient dans l'opposition et que donc ils s'opposaient à la politique d'Emmanuel Macron et que ce serait incohérent d'aller rejoindre le gouvernement dans cette situation. Alors je le disais, vous l'avez peut-être suivi, le président français Emmanuel Macron a donc pris la parole ce mercredi soir à 20 h. C'était un discours assez court et dans ce discours il a expliqué qu'il avait pris acte des résultats des élections législatives et donc de cette volonté clairement de changement de la part des Français. Alors il n'a pas annoncé un changement de gouvernement ou alors un changement de Premier ministre. Par contre, et là c'est un élément qui est intéressant par rapport à ce que je vous évoquais à l'instant sur le gouvernement d'union nationale, il a expliqué que l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale n'était désormais pas justifiée et que cette option avait effectivement été refusée par les chefs des partis qu'il avait rencontrés. Autrement dit donc ça a dû être a priori effectivement une option sur la table, mais cette option a été exclue puisque les principaux partis politiques ont tous refusé de prendre part à un tel gouvernement national. La plupart des dirigeants que j'ai reçus ont exclu l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale, laquelle d'ailleurs n'est à mes yeux pas justifiée à ce jour. Alors pour autant, et ça on l'a beaucoup senti dans le discours, le président français a quand même réaffirmé que le pays avait besoin selon lui de réformes pour avancer, notamment aussi de mesures sur le pouvoir d'achat par exemple au vu de la situation actuelle. Il a donc semblé mettre la balle un petit peu dans le camp des partis politiques face à lui. La responsabilité ensuite. Il faudra bâtir, comme je l'expliquais, des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert si je puis dire, dans une volonté d'union et d'action pour la nation qui concerne toutes les forces politiques. En gros, si on lit entre les lignes, il demande à l'opposition et au gouvernement de faire un choix, soit de collaborer avec lui sans forcément faire partie d'un gouvernement d'union nationale, mais de pouvoir participer et voter éventuellement des lois qui seraient importantes selon lui pour faire avancer le pays. Soit autrement dit, de refuser de participer à tout ça, mais donc d'une certaine façon de devoir derrière en porter la responsabilité si certaines mesures importantes ne sont pas appliquées. Bref, vous l'aurez compris, c'est donc un jeu d'équilibriste pour le président français qui a besoin très clairement, je le disais,
de votes de députés de l'opposition qui ne sont pas de son camp pour faire appliquer son programme ou alors certaines mesures. Pour autant, aujourd'hui, il y a une forme de refus de la part de quasiment tous les acteurs politiques, même du côté du parti de droite, les Républicains, qui pourrait être davantage tenté. Pour l'instant, ça n'a pas l'air du tout de le faire. Bref, situation encore très compliquée, inédite d'ailleurs en ce moment. C'est pour ça que ça me semblait essentiel de faire un point là-dessus aujourd'hui. Et forcément, on en reparlera dès demain avec des nouvelles informations qui vont forcément tomber dans les prochaines heures. Dans l'actualité, en bref, d'abord, cette actualité absolument majeure et terrible. Un séisme en Afghanistan a fait au moins 1000 morts selon les autorités locales. Le tremblement de terre avait une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter, ce qui est très puissant. Et il a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans le sud-est du pays. Il faut savoir que la situation en Afghanistan est déjà très compliquée depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, avec un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, notamment qui restreignent les droits des femmes, mais aussi avec des aides internationales qui ont été coupées suite à l'arrivée au pouvoir de ce groupe islamiste armé. Alors évidemment, les conséquences donc de ce séisme sont absolument immenses. Ça me semblait donc essentiel de l'évoquer déjà aujourd'hui. Évidemment, dès qu'on a plus d'informations sur les détails dans la semaine, on en reparlera. Dans l'actualité, il y a aussi cette enquête. Selon le magazine Marianne, 2 femmes ont porté plainte contre Chrysoula Zakharopoulou, qui est la toute nouvelle secrétaire d'État et donc membre du gouvernement chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Et elles accusent en fait la secrétaire d'État de les avoir violées dans un cadre médical lorsqu'elle travaillait comme gynécologue en 2016. Une enquête a donc été ouverte par la justice. On vous tiendra évidemment au courant des suites de cette enquête. Mais il s'agit donc de nouvelles accusations de viol après les accusations visant Gérald Darmanin ou encore Damien Abad au sein du gouvernement. Une enquête en tout cas a été ouverte par la justice. On vous tiendra évidemment au courant si on a du nouveau. En tout cas, de son côté, la secrétaire d'État, au moment où je tourne cette vidéo, n'a pas réagi à ces accusations. Alors dans l'actualité aussi, il y a cet article qui a été publié par le magazine Le Point. Alexis Corbière et Raquel Garrido, donc un couple de députés de la France Insoumise élus en Seine-Saint-Denis, emploieraient, selon cet article, depuis 1 an, une femme de ménage sans titre de séjour, en la payant très peu et en la faisant travailler jour et nuit. Mais alors, qu'en est-il? Alors, selon cet article, Raquel Garrido et Alexis Corbière lui auraient promis à cette personne sans papier qui travaillait pour eux des papiers en cas d'élection de Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République ou s'il devient Premier ministre. Par ailleurs, toujours selon cet article, il la ferait également travailler jour et nuit, à la fois dans une maison à Bagnolet, à la fois dans un appartement à Paris, la faisant même parfois dormir sur le canapé. Par ailleurs, Le Point a consulté des messages dans lesquels on verrait Raquel Garrido refuser de payer son employé avant de lui dire que, je cite, monsieur, donc Alexis Corbière, lui donnerait 150 € pour la semaine. Alors cet article a fait beaucoup réagir, certains accusant le couple, alors que de son côté, Raquel Garrido nie complètement et en bloque les faits. Par ailleurs, dans un communiqué qu'elle a diffusé sur Twitter, elle rappelle que le journaliste à l'origine de l'article, Aziz Zemouri, a déjà été condamné pour diffamation dans le cadre de son travail. Par ailleurs, dans la foulée, un certain nombre de personnes, notamment des journalistes ou même des personnes politiquement opposées à Raquel Garrido, ont douté pas mal de cet article qui a été diffusé par le journaliste Aziz Zemouri. Ils doutent notamment des captures d'écran qui ont été postées sur Twitter par le journaliste, puisque si on creuse dans le détail, ils paraissent potentiellement réalisés à partir d'un montage. Bref, au moment où je tourne cette vidéo, un certain nombre de personnes, dont des journalistes, doutent de la fiabilité de ces informations. C'est ce qui fait d'ailleurs, c'est intéressant de le voir, qu'un certain nombre de médias pour l'instant n'ont pas relayé cette information. De mon côté, ça me semblait intéressant de faire un état des lieux au vu de ce que l'on sait aujourd'hui. Évidemment, dès qu'on a plus d'informations, je vous tiendrai au courant et ce dès demain. Troisième actualité, 17 élèves de l'école d'ingénieurs AgroParisTech expliquent avoir été victimes de viols au cours de leurs études. Ça fait suite à une enquête menée par la direction qui pointe aussi que 140 étudiants ont été victimes d'agressions sexuelles avec contact, je cite. Alors le rapport explique que ces agressions ont notamment lieu lors de moments festifs et qu'il y a beaucoup de pression mise sur les étudiants, déjà pour boire de temps en temps beaucoup d'alcool, mais aussi une pression pour que certains aient des rapports sexuels. La direction a donc mis en place des formations à la rentrée ainsi qu'un nouveau dispositif d'écoute pour les élèves. Et au-delà de la question d'AgroParisTech, c'est un sujet beaucoup plus large qu'on a beaucoup évoqué sur la chaîne. La question est du cadre universitaire et de ces notions de consentement et tout simplement de pression en tout genre qui peuvent exister dans ce cadre universitaire. C'est donc un sujet essentiel et si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens en description. Quatrième actualité, ça tiendra en une phrase. Le Conseil d'État, donc une haute
haute juridiction administrative française a confirmé que les femmes ne pourront finalement pas porter de burkini dans les piscines municipales de la ville de Grenoble. Cette décision d'autoriser le burkini, donc une sorte de maillot de bain qui recouvre tout le corps et généralement porté par des femmes musulmanes, c'est une décision d'autorisation qui avait été prise par la mairie de Grenoble, mais donc le Conseil d'État l'a donc invalidé et interdit le burkini, jugeant, je cite, que cette autorisation visait à satisfaire une revendication de nature religieuse. Autre actualité internationale, le journaliste ukrainien Max Levin, qui avait disparu en mars 2022 alors qu'il était justement en reportage dans une forêt au nord de Kiev, a été exécuté par les Russes selon l'ONG Reporters sans frontières. Il avait en fait disparu avec le soldat Oleksiy Tchernichov qui l'accompagnait et selon l'ONG Reporters sans frontières, ils ont été capturés, torturés et puis abattus par les forces russes. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est 32 journalistes qui ont été tués, dont 8 qui faisaient leur métier, y compris le journaliste français de BFM TV, Frédéric Leclerc-Imhoff. Alors on termine avec une actualité un peu plus légère pour terminer, et au passage je suis conscient que les actualités ces derniers jours, et particulièrement d'ailleurs aujourd'hui, sont très très lourdes. C'est l'actualité qui est ce qu'elle est en ce moment. Pour autant, on va être vigilant aussi à faire en sorte d'intégrer des bonnes nouvelles aussi et des choses plus positives au moins chaque jour dans ces actualités du jour. En l'occurrence, c'était une actualité pas forcément positive mais intéressante et plus légère. La marine colombienne a filmé pour la première fois l'épave du San José, qui est en fait un bateau qui a coulé en 1708, qui a été localisé en 2015 au large de la Colombie, mais dont il n'existait aucune image jusqu'ici. Alors apparemment cette épave contiendrait un trésor d'une valeur de 17 milliards d'euros. C'est donc absolument énorme. Il y a évidemment de l'or, de l'argent, mais aussi des pierres précieuses présentes dans l'épave du bateau. Alors pour le moment, il y a seulement la marine colombienne qui sait précisément ce qu'il y a dans l'épave et où elle se trouve. Le gouvernement espère donc qu'il pourra récupérer ce trésor. Mais il se pourrait que l'Espagne, à qui appartenait donc ce bateau en 1708, s'en mêle et essaie de récupérer potentiellement certains éléments. Bref, ça promet, et évidemment, on suivra ça. Alors le débat hier, c'était le suivant: Elisabeth Borne doit-elle démissionner? Il y a quand même une majorité de oui qui ressort à cette question. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Rendez-vous donc aussi sur Instagram pour découvrir d'autres contenus quotidiens d'actualité. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.